Bienvenue pour cette deuxième édition d'Oser l'actu. Alors, monsieur le député, bonsoir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en quelques mots vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de rejoindre Oser la France? Alors, élu local depuis une dizaine d'années, je me suis engagé encore un peu plus en politique en devenant député en juin dernier. J'ai répondu à l'appel de Julien Aubert de participer à l'aventure d'Oser la France, car je souhaitais vraiment avoir un lieu de réflexion, et parce que je me faisais aussi une certaine idée de la France. Alors, monsieur le député, que pensez-vous, en quelques mots, du système Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale? Beaucoup critiquent la fermeture des classes et la réforme du bac. Pour autant, il a aussi un bilan assez positif. On pense au redoublement, au retour du redoublement, on pense à la dictée quotidienne, on pense au dédoublement des petites classes. Qu'en pensez-vous concrètement? Le ministre Blanquer est un bon élève. Il connaît bien la maison, si je peux m'exprimer ainsi. On peut se féliciter d'un certain nombre de retours à de bonnes pratiques. Le souci du latin-grec, le souci des filières européennes avec l'apprentissage des langues. Finalement, c'est pouvoir construire son parcours en puisant à ses racines, et je crois que la question des racines est essentielle, et de pouvoir permettre un véritable ascenseur social à travers cette école de la République. Le problème, c'est la méthode. Quand vous commencez un chemin, vous ne commencez pas par la fin, et commencez par l'université, et ensuite revenir sur le bac avant même d'aller sur le fond du lycée, du collège et de l'école, on a loupé un certain nombre d'étapes. Et lui qui est plutôt pédagogue, il devrait plutôt commencer par les savoirs fondamentaux, du lire, écrire, compter dès l'école, et d'envisager aussi, c'est le deuxième problème de méthode, il s'intéresse à la forme avant de s'intéresser au fond et au contenu. On aura beau toucher le contenant, il faut toucher vraiment au contenu pour pouvoir donner les chances de réussir à tous les Français. Moi, je souhaite sa réussite parce qu'on doit souhaiter la réussite de tous les élèves, mais il y a un véritable problème qui se pose dans la politique menée par le gouvernement, celui de l'égalité et celui de l'équité territoriale. L'égalité, aujourd'hui, on peut s'interroger lorsque des examens pourront être passés dans les différents lycées sans garantir une égalité de traitement pour tous, et on pourrait avoir des lycées à plusieurs vitesses, ce qui est une vraie problématique pour l'école de la République qui doit être assurée partout. L'équité pour les territoires, là encore on voit qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques. Ce dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire pose question si c'est pour déshabiller complètement la ruralité et même, j'allais dire, les territoires urbains. Rien que dans ma circonscription, j'ai une douzaine de fermetures de classes, parfois même dans des écoles où ils auront plus d'élèves à la rentrée prochaine qu'à la rentrée précédente. Cette question d'offrir une chance sur tous les territoires, en intégrant y compris l'approche territoriale, où l'enfant ne peut pas mettre plus de 45 minutes aller chaque matin. Je le vois sur mon territoire avec des enfants qui font parfois 2 heures de trajet. Si demain on ferme encore des écoles à proximité, ils devront en faire encore davantage, et cela pèsera sur leur apprentissage. Alors, monsieur le député, la loi de programmation militaire a été présentée en Conseil des ministres début février. Pour la première fois depuis des années, le gouvernement ne va pas faire des économies sur le dos de nos armées. On parle d'une augmentation du budget de près de 197 milliards. Cependant, est-ce suffisant lorsqu'on connaît l'état de nos armées? Alors, ce qui est compliqué en la matière, il faut d'abord décrypter la communication jupitérienne. On a l'objectif 2%. Tout le monde peut saluer cet objectif de 2% de la richesse nationale consacrée aux efforts en matière de défense. Après, comment on arrive à ces 2%? C'est un peu comme quand vous voulez faire 100 km à vélo sur 8 jours. Est-ce que vous gardez pour les 3 derniers jours plus de la moitié des 50 km? C'est
exactement pareil en matière de programmation militaire. On veut consacrer 50 milliards. On est à un peu moins de 35 milliards. En 5 ans, on va faire moins que sur les 3 dernières années, c'est-à-dire 9 milliards, alors qu'on fera moins de 9 milliards sur les 5 premières années. C'est mathématique, mais à un moment, on va se retrouver face à un mur, et ce mur, il se situe hors quinquennat. Alors vous allez me dire, un président qui donne un cap et qui repousse les efforts au quinquennat suivant, ce n'est pas très responsable, et ça va nous poser des questions, alors qu'on aura peut-être une période budgétaire encore plus compliquée, avec des taux d'intérêt qui seront remontés, et une croissance qui sera peut-être plus faible que celle qu'on connaît aujourd'hui. Le deuxième élément, on le voit sur les recrutements, plus 6000 hommes et femmes, avec des priorités qu'on ne peut qu'approuver sur la cyberdéfense, sur le renseignement. C'est 6000 hommes. On est en 2018. On va en 2025. Qu'est-ce qui se passe? Plus 450, plus 300, plus 300, plus 450. Et là, on est dans le quinquennat. Donc, vous voyez, 1500 hommes dans le quinquennat. Ça veut dire que les 3 dernières années, on demande plus 1500, plus 1500, plus 1500. Est-ce que c'est réaliste en termes de de recrutement? Non. Est-ce que c'est honnête d'un point de vue de la programmation vis-à-vis de la représentation nationale? Non plus. Donc on assiste aujourd'hui à un marché de dupes où il y a une présentation maquillée de l'orientation budgétaire pour les armées, où on dit voilà où on veut aller. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, on va assister, on le voit dans les différents médias, à un problème de débat. Est-ce qu'on veut plus? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Et donc, il faudrait au moins que sur cette programmation des finances publiques et cette programmation militaire, on puisse avoir un effort constant et linéaire, ce qui le rendra d'autant plus crédible et cohérent. Alors, monsieur le député, récemment, le Salon de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes. C'est une formidable vitrine présentant notre savoir-faire agricole. Pour autant, qu'est-ce qui se cache derrière cette vitrine et quelle est la réalité de notre agriculture en France? Tout d'abord, moi je veux vous dire que j'étais profondément choqué par l'attitude du président Macron lorsqu'il s'est rendu sur le salon samedi. Il a vraiment fait preuve de peu de considération, de peu d'écoute envers les agriculteurs qui traversent une crise profonde, une crise durable à laquelle on doit pouvoir apporter des solutions concrètes. Je crois que l'enjeu à travers ce salon, c'est de pouvoir attirer l'attention à la fois des décideurs, mais aussi de l'opinion publique sur toutes les belles pratiques, les beaux produits que nous avons en matière agricole en France. Je crois qu'on peut être fier d'un modèle qui n'a pas besoin de se réinventer. Il évolue au fil des années, il se construit, on a beaucoup de talents, beaucoup de ressources et de savoir-faire dont on peut être fier. Mais il s'agit de les protéger. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas être naïf. La proposition sur le Mercosur, ça manque vraiment de loyauté dans des enjeux commerciaux qui se font dans un champ diplomatique qui a peu d'égard pour les conséquences pour nos producteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être extrêmement clair. Protéger notre agriculture, protéger notre production, ça passe par des mesures courageuses où on oblige toute importation de respecter exactement les mêmes normes que celles qu'on demande à nos producteurs. Cette protection, elle concerne aussi ceux qui sont attaqués. Et si on prend l'exemple des loups, aujourd'hui on a des éleveurs qui subissent de gros dégâts, d'autres qui sont inquiets de pouvoir en subir. On a 350 loups à peu près en France. Qu'est-ce qu'on nous répond? Il faut protéger les loups. L'objectif de la population, c'est d'en avoir 500 sur le territoire. Comment vous pouvez accepter ça? L'État est là pour protéger. L'État est là pour assurer un avenir à la France et donc assurer cette souveraineté alimentaire qui a fait notre puissance. Pour cela, il faut pouvoir reconstruire avec les agriculteurs un modèle et des leviers de manière à les protéger en tout temps, en tout lieu et face à toutes les menaces, qu'elles soient des produits dangereux pour notre santé venant
du Mercosur ou d'animaux comme le loup sur l'ensemble de notre territoire et pas seulement dans des zones réservées. J'espère qu'Oser l'actu vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à Oser l'actu et à la partager partout sur vos réseaux.